Quand j'entrai, l'homme ne dit pas un mot et ne répondit même pas à mon salut. Il se contenta de me regarder avec indifférence, comme si je ne lui étais de rien. Du reste, il jouait aux cartes avec un personnage que j'avais vu là-bas sur les quais, un commissionnaire du nom de Verre à Vitre. Un nourrisson baragouinait tout seul dans son lit, et le vieillard, père de l'hôtesse, était assis, tout ratatiné, sur un canapé-lit, et penchait la tête sur ses mains comme si la poitrine ou le ventre lui faisait mal. Il avait les cheveux presque blancs, et dans sa position recroquevillée, il avait l'air d'un reptile lové qui épie un bruit. « Je viens malheureusement vous demander une place ici pour cette nuit, dis-je à l'homme. »« Est-ce ma femme qui l'a dit ?» demanda-t-il. « Oui, il y a un nouveau venu dans ma chambre. » À cela, l'homme ne répondit rien, il se remit à ses cartes. Cet homme restait ainsi jour après jour, à jouer aux cartes avec quiconque entrait chez lui. Il jouait sans enjeu, rien que pour faire passer le temps, et cependant avoir quelque chose entre les mains. Au demeurant, il ne faisait rien, et se mouvait juste autant que daignaient ses membres paresseux, tandis que sa femme trottait du haut en bas des escaliers, avait toujours un œil ouvert à droite et à gauche, et se chargeait d'attirer des clients à la maison. Mais elle s'était mise en rapport avec les débardeurs et les porteurs des quais, à qui elle payait une petite commission pour chaque nouveau pensionnaire qui lui amenait, et souvent elle donnait abri pour la nuit à ses débardeurs. Aujourd'hui, c'était Verre à Vitre qui venait de lui amener le nouveau voyageur. 2 des enfants entrèrent, 2 petites filles, à maigre visage de gamine des rues, avec des taches de rousseur. Elles portaient des vêtements tout à fait misérables. Peu après, l'hôtesse aussi entra. Je lui demandai où elle allait m'installer pour la nuit. Elle répondit brièvement que je pouvais coucher ici avec les autres, ou dans l'antichambre sur le canapé, absolument comme bon me semblerait. Tout en me donnant cette réponse, elle tournaillait par la chambre, tripotait différentes choses qu'elle mettait en ordre, et elle ne me regarda même pas. Sa réponse me coupa bras et jambes. Je me tins contre la porte en me faisant tout petit. Je fis même semblant d'être tout à fait content de changer de chambre avec un autre pour une nuit. Avec intention, je pris un air aimable pour éviter de l'irriter et d'être peut-être chassé tout à fait de la maison. Je dis « Oh, on trouvera bien un moyen de s'arranger » et je me tus. Elle continuait à tournailler dans la pièce. « Du reste, je dois vous dire que je n'ai pas du tout les moyens d'offrir la table et le gîte à crédit aux gens, dit-elle. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Oui, mais vous savez, il ne s'agit que de ces quelques jours en attendant que mon article soit fini, répondis-je. Et alors je vous donnerai volontiers un billet de 5 couronnes par-dessus le marché, très volontiers. Mais elle n'avait visiblement aucune foi en mon article, je le voyais bien, et je ne pouvais pas me mettre à faire le fier et quitter la maison rien que pour un brin de mortification. Je savais ce qui m'attendait si je m'en allais. Quelques jours passèrent. Je continuais à me tenir en bas avec la famille, car il faisait trop froid dans l'antichambre où il n'y avait pas de poêle. J'y dormais aussi la nuit, par terre. Le marin étranger demeurait toujours dans ma chambre et ne faisait pas mine de vouloir déménager de sitôt. À midi, l'hôtesse entra et raconta qu'il avait payé 1 mois d'avance. Du reste, il devait passer l'examen de capitaine au long cours avant de s'embarquer, c'est pourquoi il séjournait en ville. À cette nouvelle, je compris que ma chambre était à jamais perdue pour moi. Je sortis de l'antichambre et m'assis. Si j'avais la chance de pouvoir écrire quelque chose, il fallait de toute façon que ce fût là, dans le calme. Ce n'était plus mon allégorie qui m'occupait. Il m'était venu une nouvelle idée, un plan de tout premier ordre. Je voulais composer un drame en 1 acte, le signe de la croix, sujet du Moyen-Âge. J'avais particulièrement étudié tout ce qui concernait le personnage principal, une splendide courtisane fanatique qui avait péché dans le temple, non par faiblesse ou par sensualité, mais par haine du ciel, péché en plein au pied de l'autel, avec la nappe d'autel sous la tête, rien que par délicieux mépris du ciel. J'étais de plus en plus hanté par cette figure à mesure que les heures passaient. À la fin, elle se dressait en chair et en os devant mon regard, et précisément telle que je la voulais montrer. Son corps devait être défectueux et repoussant, grand, très maigre et un peu brun, et quand elle marcherait, ses longues jambes apparaîtraient à travers ses jupes à chaque pas qu'elle ferait. Elle aurait aussi de grandes oreilles, très détachées. En un mot, elle ne serait rien pour l'œil, à peine supportable à regarder.
Ce qui m'intéresserait en elle, c'était sa merveilleuse impudicité. Elle m'occupait vraiment par trop. Mon cerveau était comme gonflé de cette étrange et monstrueuse créature. Et durant 2 grandes heures, je travaillais à mon drame, écrivant sans débrider. Après avoir mis d'aplomb une dizaine de pages, peut-être 12 pages, souvent à grand-peine, parfois avec de longs intervalles où j'écrivais inutilement des feuillets que j'étais obligée de déchirer, je me sentis fatiguée, tout roide de froid et de lassitude. Je me levai et sortis dans la rue. La dernière demi-heure, j'avais aussi été dérangée par des cris d'enfants dans la chambre de la famille, de sorte que je n'aurais pu, en tout cas, écrire davantage. Aussi fis-je une longue promenade de l'autre côté de la route de Drammen et restai dehors jusqu'au soir, marchant et méditant sur la manière dont j'allais continuer mon drame. Ce jour-là, avant de rentrer, il m'était arrivé la chose suivante. J'étais arrêtée devant une boutique de cordonnier dans le bas de la rue Karl Johan, presque vers la place du chemin de fer. Dieu sait pourquoi, je m'étais arrêtée devant cette boutique de cordonnier. Je regardais à travers la vitrine devant laquelle je me trouvais, sans penser du reste que j'avais précisément besoin de souliers. Ma pensée était bien loin, dans d'autres régions du monde. Une foule de gens passait derrière mon dos en causant, et je n'entendais rien de ce qu'ils disaient. Alors une voix salue, très haut. « Bonsoir ?» C'était la demoiselle qui me saluait. « Bonsoir » répondis-je, la pensée absente. Et même, je dus regarder la demoiselle un court instant avant de le reconnaître. « Eh bien, comment ça va ?» demanda-t-il. « Oh, pas mal, comme d'habitude. »« Écoutez, fit-il, dites-moi, êtes-vous toujours chez Christie ?»« Christie ? Je croyais que vous m'aviez dit une fois que vous étiez comptable chez Christie, le négociant. »« Ah oui, mais c'est fini. C'était impossible de travailler avec cet homme-là, ça s'est terminé de soi-même assez tôt. »« Et pourquoi donc ? » ?»« Ah, il m'est arrivé de faire une fausse écriture un jour, et alors... » »« Un faux ? » ?»« Un faux ? » La demoiselle me demandait sans embâge si j'avais fait un faux. Même il m'interrogeait avec hâte et intérêt. Je le regardais, me sentant profondément blessée, et ne répondis pas. « Oui, oui, grand Dieu, ça peut arriver au meilleur, » dit-il pour me consoler. Il continuait à croire que j'avais fait un faux. « Qu'est-ce qui, oui, oui, grand Dieu, peut arriver au meilleur ?» demandai-je. « De faire un faux ? Écoutez, cher monsieur, croyez-vous vraiment tel que vous voilà que j'aurais pu commettre une pareille infamie ? Moi ? Mais, mon cher, il m'a semblé très clairement que vous disiez... » Je rejetai la tête en arrière, me détournai de la demoiselle et regardai la rue. Mes yeux tombèrent sur une robe rouge qui s'approchait de nous, une femme, à côté d'un homme. Si je n'avais pas été à ce moment précis en conversation avec la demoiselle, si je n'avais pas été choquée de son grossier soupçon et fait juste ce mouvement de tête en me détournant d'un air offensé, cette robe rouge m'aurait peut-être dépassée sans que je l'eusse remarqué. Et que m'importait au fond ? En quoi m'intéressait-elle, fût-elle la robe de mademoiselle Nagel, la dame d'honneur de la reine ? La demoiselle parlait et cherchait à réparer sa méprise. Je ne l'écoutais pas du tout. Je fixais tout le temps cette robe rouge qui s'approchait en remontant la rue. Et une émotion me traversa la poitrine, une furtive et fine piqûre. Je murmurais en pensée, je murmurais sans remuer les lèvres, « Il a Djali ». Alors la demoiselle se retourna aussi, découvrit le couple, la dame et le monsieur, et les salua des yeux. Moi, je ne saluais pas. Ou peut-être saluai-je. La robe rouge glissa en remontant la rue Karl Johan et disparut. « Qui est-ce qui était avec elle ?» demanda la demoiselle. « Le duc, ne l'avez-vous pas vu ? Le surnommé le duc. Vous connaissez la dame ? » ?»« Oui, un peu. Vous ne la connaissez pas ? » ?»« Non, répondis-je. »« Il m'a semblé que vous saluiez très bas. Ai-je fait cela ? Eh, vous ne l'avez pas saluée peut-être. Ah, c'est bien singulier. Et même, c'est vous seul qu'elle a regardé tout le temps. »« D'où la connaissez-vous ? » demandai-je. À vrai dire, il ne la connaissait pas. Cela remontait à un soir de cet automne. Il était tard, ils étaient une compagnie de 3 joyeux drilles. Juste en sortant du grand hôtel, ils avaient rencontré cette personne qui se promenait seule près de la librairie Kammermeyer, et ils lui avaient parlé. Elle les avait d'abord éconduits, mais l'un des joyeux drilles, un gaillard qui ne craignait ni Dieu ni diable,
lui avait demandé en pleine figure la permission de l'accompagner chez elle. Il jurait ses grands dieux de ne pas lui toucher un cheveu de la tête, selon qu'il est écrit, et de l'accompagner simplement jusqu'à sa porte afin de se convaincre qu'elle était rentrée sans encombre, sinon il ne dormirait pas de la nuit. Tout en marchant, il parlait sans arrêt, inventait une chose après l'autre, prétendait s'appeler Waldemar Atterdag et se donnait pour photographe. À force, elle avait fini par rire de ce joyeux drille qui ne s'était pas laissé déconcerter par sa froideur, et ça s'était terminé par là qu'il l'avait reconduite. « Eh bien, qu'en est-il advenu ?» demandai-je, en retenant mon souffle. « Advenu ? Oh, pas de supposition, c'est une dame !» Nous restâmes tous deux silencieux un instant, la demoiselle et moi. « Sacrebleu, c'était le duc, c'est ainsi qu'il a l'air, » dit-il ensuite pensivement. « Mais du moment qu'elle est avec cet homme-là, je ne voudrais pas répondre d'elle. » Je continuais à me taire. Oui, naturellement, c'était le duc qui allait se l'attribuer, et puis après, que m'importait. Je lui tirais ma révérence, à elle et à tous ses charmes, une belle révérence, et j'essayais de me consoler en pensant d'elle les pires pensées. Cela me causait une vraie joie de la traîner dans la boue. Une seule chose m'irritait, c'était d'avoir levé mon chapeau pour le couple, si réellement je l'avais fait. Pourquoi lèverais-je mon chapeau devant de tels individus? Je ne me souciais plus d'elle, absolument pas. Elle n'était plus jolie le moins du monde, elle s'était fanée, sacredié, comme elle était flétrie. Il pouvait bien se faire que ce fût moi seul qu'elle eût regardé. Cela ne m'étonnait pas. C'était peut-être le remords qui commençait à la ronger. Mais je n'avais pas besoin pour cela de tomber à ses pieds et de saluer comme un idiot, alors justement qu'elle s'était fanée d'une manière si inquiétante ces derniers temps. Le duc pouvait bien la garder, grand bien lui fasse. Le jour pouvait venir où j'aurais fantaisie de passer fièrement devant elle, sans regarder du côté où elle se trouvait. Il pouvait arriver que je me permisse d'agir ainsi, même si elle me regardait fixement et portait une robe rouge sang par-dessus le marché. Cela pouvait bien arriver, ce serait un triomphe. Si je me connaissais bien, j'étais capable de finir mon drame dans le courant de la nuit, et avant 8 jours j'aurais fait plier les genoux à la jeune personne, avec tous ses charmes, avec tous ses charmes. « Adieu, dis-je sèchement. Mais la demoiselle me retint. Il demanda. « Mais alors, que faites-vous pour le moment ?»« Ce que je fais ? J'écris, naturellement. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? C'est de cela que je vis. Pour l'instant, je travaille à un grand drame, le signe de la croix, sujet du Moyen-Âge. »« Ah, fichtre !» dit la demoiselle, sincèrement. « Et si vous le terminez, alors ?»« Oh, je n'ai pas grande inquiétude à ce sujet, répondis-je. D'ici une 8aine de jours, je pense que vous aurez entendu parler de moi, tout un chacun. » Là-dessus, je partis. En rentrant à la maison, je m'adressai aussitôt à mon hôtesse et lui demandai une lampe. C'était pour moi de grande importance d'obtenir cette lampe. Je ne voulais pas me coucher cette nuit. Mon drame faisait rage dans ma tête, et j'avais le ferme espoir de pouvoir écrire un bon morceau d'ici demain matin. Je présentai très humblement ma requête à la patronne, car j'avais remarqué qu'elle faisait une grimace de mécontentement en me voyant revenir dans la chambre. J'avais donc un drame admirable presque fini, dis-je. Il ne me manquait que quelques scènes, et je donnais à entendre qu'il pourrait bien être représenté dans un théâtre ou l'autre, avant que moi-même j'en eusse rien su. Si elle voulait me rendre ce grand service, alors... Mais la femme n'avait pas de lampe. Elle réfléchit, mais elle ne se rappelait absolument pas posséder nulle part une lampe. Si je voulais attendre après minuit, je pourrais peut-être avoir la lampe de la cuisine. Pourquoi ne pas m'acheter une bougie? Je me tus. Je n'avais pas d'isoré pour acheter une bougie, et elle le savait bien. Naturellement, j'allais encore échouer. La bonne était en bas, avec nous. Elle était simplement assise dans la chambre et pas du tout dans la cuisine, donc la lampe de la haut n'était même pas allumée. Je méditais sur ce sujet, mais n'en dis pas davantage. Tout à coup, la bonne me demanda. « Il m'avait semblé que vous sortiez du château il n'y a pas longtemps. Étiez-vous au dîner ?» Et elle rit très fort de cette plaisanterie. Je m'assis et sortis mes papiers. J'allais essayer de faire quelque chose ici, sur place, en attendant. Je tenais mes papiers sur mes genoux, les yeux continuellement fixés à terre pour n'être distrait par rien. Mais cela ne m'était d'aucun secours. Rien n'y faisait. Je n'avançais pas d'un cran. Les 2 fillettes de l'hôtesse entrèrent et firent du raffut avec un chat
un étrange chat malade qui n'avait presque pas de poils. Quand elle lui soufflait dans les yeux, il en sortait de l'eau qui lui coulait sur le nez. L'hôte et quelques autres personnes étaient assis à la table et jouaient au 101. Seule, la femme était active comme toujours et faisait de la couture. Elle voyait bien que je ne pouvais rien écrire au milieu de ce remue-ménage, mais elle ne s'inquiétait plus de moi. Même elle avait souri quand la bonne avait demandé si j'avais été dîner au château. Toute la maison m'était devenue hostile. On eût dit que cette honte de devoir abandonner ma chambre à un autre avait suffi pour me faire traiter absolument en intrus. Même cette bonne, une petite gamine aux yeux noirs, avec des frisettes et une poitrine toute plate, se moquait de moi le soir quand on me donnait mes tartines. Elle demandait chaque fois où j'avais l'habitude de prendre mes dîners, car elle ne m'avait jamais vu devant le grand hôtel me promener avec un cure-dent. Il était clair qu'elle était au courant de ma misérable situation et se faisait un plaisir de me le montrer. Soudain, je suis absorbée par toutes ces réflexions et je ne suis plus capable de trouver une seule et unique réplique pour mon drame. Je fais coup sur coup de vaines tentatives. La tête commence à me bourdonner étrangement et je finis par capituler. Je mets les papiers dans ma poche et je lève les yeux. La bonne est assise juste en face de moi et je la regarde. Je regarde ce dos étroit et une paire d'épaules basses qui même n'étaient pas encore complètement développées. Qu'avait-elle donc à se jeter sur moi? Si j'étais sortie du château, et puis après, est-ce que ça pouvait lui nuire? Ces derniers jours, elle avait ri de moi, effrontément, quand j'avais eu la malchance de trébucher dans l'escalier, ou de me prendre à un clou et de faire un accroc à ma jaquette. Pas plus tard qu'hier, elle avait ramassé les brouillons que j'avais jetés dans l'antichambre, elle avait volé ces fragments réformés de mon drame, les avait lus à haute voix dans la chambre, s'en était moquée en présence de tout le monde, rien que pour s'amuser de moi. Je ne l'avais jamais importunée, et je ne pouvais pas me rappeler lui avoir jamais demandé un service. Bien au contraire, je faisais mon lit moi-même le soir sur le plancher de la chambre, pour ne lui causer aucun dérangement. Elle se moquait aussi de moi parce que je perdais mes cheveux. Elle trouvait des cheveux flottant sur l'eau de ma cuvette le matin, et elle en faisait des gorges chaudes. Mes souliers étaient un peu abîmés, surtout celui qui avait été écrasé par la voiture du boulanger, et c'était aussi pour elle un sujet de plaisanterie. « Dieu vous bénisse, vous et vos souliers, » disait-elle. « Regardez-les, ils sont grands comme des niches à chiens. » Elle avait raison. Mes souliers étaient éculés et déformés, mais je ne pouvais pas m'en procurer d'autres pour le moment. Tandis que je repensais à tout cela, et m'étonnais de cette évidente méchanceté de la bonne, les petites filles s'étaient mises à taquiner le vieillard dans son lit. Toutes deux sautillaient autour de lui et étaient complètement absorbées dans ce travail. Elles avaient trouvé chacune un fétu de paille qu'elles lui fourraient dans les oreilles. Je regardais cela un moment, sans m'en mêler. Le vieux ne bougeait pas un doigt pour se défendre. Il regardait simplement ses persécutrices avec des yeux furieux chaque fois qu'elles le piquaient, et il secouait la tête pour se débarrasser des fétus quand ils étaient déjà plantés dans ses oreilles. Ce spectacle m'irritait de plus en plus, et je ne pouvais en détacher mon regard. Le père leva les yeux de dessus ses cartes et rit du manège des petites. Même, il fit remarquer à ses partenaires ce qui se passait. Pourquoi ne bougeait-il pas, ce vieux? Pourquoi n'envoyait-il pas bouler les enfants avec son bras? Je fis un pas en m'approchant du lit. « Laissez-les tranquilles, il est paralysé !» cria l'hôte. Et par crainte d'être mis à la porte à l'approche de la nuit, par simple peur d'éveiller le mécontentement de l'homme en intervenant dans cette scène, je reculai, en silence, jusqu'à ma place et m'y tins tranquille. Pourquoi risquerais-je mon gîte et mes tartines en fourrant mon nez dans des querelles de famille? Pas de bêtises pour un vieillard à moitié mort, et je me sentais délicieusement dure comme pierre. Les petites fripouilles ne cessaient pas leur tracasserie. Cela les agaçait que le vieillard ne voulût pas tenir la tête tranquille, et elles lui piquaient aussi les yeux et les narines. Il les fixait d'un regard insensible, sans rien dire, et sans pouvoir remuer les bras. Tout à coup, il souleva le haut de son corps et cracha au visage d'une des petites filles. Il se souleva une seconde fois et cracha aussi vers l'autre, mais sans l'atteindre. Je vis l'hôte jeter ses cartes sur la table et bondir vers le lit. Il avait la face rouge et il s'écria « Voilà-tu pas que tu craches dans les yeux des petites, vieux sanglier !»
Mais, grand Dieu, elle ne lui laissait pas la paix, criai-je, hors de moi. Mais j'avais tout le temps peur d'être chassée, et ne criais pas tellement fort, loin de là. Toutefois, je tremblais de tout mon corps tant j'étais surexcitée. L'hôte se retourna vers moi. Non mais écoutez-le, que diable ça vous regarde-t-il? Fermez votre boîte à double tour, vous, et c'est tout ce qu'on vous demande, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Mais alors on entendit aussi la voix de la patronne, et toute la maison s'emplit de disputes. « Je crois, Dieu me pardonne, que vous êtes tous fous et possédés, criait-elle. Si vous voulez rester ici, il faut vous tenir tranquilles tous les deux, je vous le conseille. Ce n'est pas assez de donner le gîte et la pâtée à la gueusaille, il faut encore avoir du tapage de jugement dernier et un raffut d'enfer dans sa maison. Mais je ne veux plus de ça, entendez-vous? Chut! Fermez vos museaux, gamines, et torchez vos nez aussi, sans ça je vais aller le faire moi-même. Je n'ai jamais vu des gens pareils. Ça entre ici tout droit de la rue, des pouilleux sans même un oré pour s'acheter de longs gants gris, et ça se met à chahuter au beau milieu de la nuit et à faire la vie avec les gens de la maison. Je ne veux pas de ça, entendez-vous? Et vous pouvez ficher le camp, tous ceux qui ne sont pas ici chez eux. Je veux avoir la paix dans mes appartements, entendez-vous? Je ne dis rien. Je n'ouvris pas la bouche, mais je retournai m'asseoir près de la porte et j'écoutais le boucan. Tous hurlaient à la fois, même les enfants et la bonne qui voulait expliquer comment la dispute avait commencé. Pourvu que je me tienne quoi, ça finirait bien par s'apaiser. On n'en viendrait certainement pas aux extrémités, pourvu que je ne dise pas un mot. Et quel mot aurais-je pu dire? Ce n'était peut-être pas l'hiver dehors, et par-dessus le marché la nuit qui approchait? Était-ce le moment de taper sur la table et de monter sur ses grands chevaux? Pas de bêtises surtout. Et je me tenais tranquille, et je ne quittais pas la maison, bien qu'on m'eût presque mis à la porte. Je fixais d'un œil cuirassé d'indifférence la muraille où pendait un Christ en chromolithographie, et je me taisais obstinément, malgré toutes les sorties de l'hôtesse. « Si c'est moi dont vous voulez être quitte, madame, il n'y a pas d'embarras pour ce qui me concerne, » dit un des joueurs de cartes. Il se leva. L'autre joueur se leva aussi. « Non, ce n'est pas toi que je voulais dire, ni toi non plus, » répondit l'hôtesse à tous deux. « Si c'est nécessaire, je saurais bien montrer qui je veux dire. Si c'est nécessaire. Entendez-vous? Je vous montrerai qui c'est. » Elle parlait à phrases entrecoupées, me poussant ses pointes à de petits intervalles, et elle traînait la chose en longueur pour me mieux donner à entendre que c'était moi qu'elle visait. « Silence, me dis-je à moi-même, se taire surtout. Elle ne m'avait pas prié de m'en aller, pas expressément, pas en propres termes. Surtout, point d'orgueil de mon côté, point de fierté mal placée. Ne nous troublons pas. » Ce Christ en chromo avait tout de même une chevelure d'un vert singulier. Elle ressemblait plus qu'un peu à de l'herbe verte, ou, pour s'exprimer avec une précision raffinée, à de l'herbe drue de prairie. Une remarque très juste de ma part, de l'herbe de prairie joliment drue. Une série de fugaces associations d'idées me traversa la tête à ce moment. De l'herbe verte à un passage de l'Écriture où il est dit que toute vie est pareille à de l'herbe qui s'embrase, de là au jugement dernier où tout doit s'embraser. Puis une petite pointe en descendant vers le tremblement de terre de Lisbonne, sur quoi j'eus un vague souvenir d'un crachoir de cuivre espagnol et d'un porte-plume d'ébène que j'avais vu chez Ilageli. Ah oui, tout était éphémère, tout comme de l'herbe qui s'embrase. Tout aboutissait à 4 planches et un suaire, chez demoiselle Andersen, à droite, sous la porte cochère. Et tout cela culbutait dans ma tête, en cet instant désespéré où mon hôtesse était en train de me jeter à la porte. « Il n'entend pas !» cria-t-elle. « Je dis que vous devez quitter la maison. Maintenant vous le savez. Je crois, nom de Dieu, que cet homme est fou, moi. Maintenant vous allez partir, sur le champ, et assez causer. » Je regardais du côté de la porte, pas pour m'en aller, pas du tout pour m'en aller. Il me vint une idée effrontée. S'il y avait eu une clé sur la porte, je l'aurais tournée, je me serais enfermée avec les autres pour me dispenser de partir. J'avais une frayeur absolument hystérique de me retrouver dans la rue. Mais il n'y avait pas de clé sur la porte, et je me levai. Il n'y avait plus aucun espoir. Tout à coup, la voix de mon hôte se mêle à celle de sa femme. Je m'arrête, stupéfait. Chose étrange, cet homme qui naguère m'avait menacé prend maintenant mon parti. Il dit « Ça ne se fait pas de mettre les gens dehors la nuit, tu sais. On n'est pas cible d'une punition. » Je ne savais pas que ce fût punissable. Je ne le croyais pas.
mais c'était peut-être ainsi. Et la femme se ravisa bientôt, se calma, et ne m'adressa plus la parole. Elle me tendit même 2 tartines pour mon dîner, mais je ne les acceptais pas. Par pure reconnaissance pour l'homme, je ne les acceptais pas, prétextant que j'avais mangé en ville. Quand je me rendis enfin dans l'antichambre pour me mettre au lit, la patronne me suivit, s'arrêta sur le seuil et dit à haute voix, cependant que son gros ventre gravide se gonflait vers moi. « Mais c'est la dernière nuit que vous couchez ici, tenez-vous-le pour dit. »« Oui, oui, » répondis-je. Il y aurait peut-être bien moyen de trouver un gîte demain, si je m'en donnais vraiment la peine. En attendant, je me réjouissais de ne pas être obligée de passer cette nuit-ci dehors.